Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes à ce webinaire. Je suis Yamin Aïtamer, responsable du département numérique et mathématiques. Je suis accompagné de mes collègues. Je leur passerai la parole pour se présenter. Donc, dans ce webinaire, on va vous faire une présentation générale du département. Cette présentation sera ensuite déposée sur le site de l'ANR et vous pourrez donc la télécharger comme un enregistrement vidéo de ce webinaire pour un replay. Donc, je vais passer la parole à mes collègues. On est 6 dans cette pièce de l'ANR et puis d'autres collègues sont à distance. En fait, ils sont à l'étage au-dessus pour des raisons de dimensionnement de la salle. Et on répondra à vos questions à l'issue de la présentation. Vous pourrez déposer vos questions sur le chat, sur le fil de la discussion qui se trouve associé à ce webinaire. Et en cas de questions nécessitant des réponses plus détaillées ou plus longues, on pourra prendre contact avec vous. Vous pourrez nous écrire pour plus d'approfondissement et répondre à vos questions plus en détail. Donc, encore une fois, merci. Je passe la parole à mon collègue de gauche, Mamadou. Oui, bonjour, je suis Mamadou Mboup, je suis le responsable adjoint du département numérique et mathématiques. Ma collègue de droite. Bonjour, bienvenue à tous dans ce webinaire. Et je suis Fatia Boujdin, donc chargée de projet scientifique au département numérique et mathématiques et je m'occupe de l'axe E3 sur logiciels et réseaux télécoms. Sébastien? Oui, bonjour à toutes et à tous. Sébastien Trentien, chargé de projet scientifique également au département numérique et mathématiques. Et je suis en charge de l'axe E1, fondement du numérique, informatique, automatique, traitement du signal et de l'image. Armelle? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Armelle Chandelier-Tozan et je suis au département numérique et mathématiques en charge de l'axe H.15, interface mathématiques, sciences numériques, sciences humaines et sociales. Et puis, enfin, tout à gauche, mon collègue Eugenio. Bonjour à tous, et je suis Eugenio Chag, chargé des projets scientifiques à l'ANR sur l'axe F qui porte sur les mathématiques. Et merci pour votre présence. Et donc, à distance, mes 3 autres collègues, tout aussi importants que ceux qui sont présents ici. Romain? Oui, bonjour à tous. Donc Romain Bredviser, chargé de projet scientifique et en charge du comité d'évaluation pour l'axe E4, interaction robotique. Aladji? Oui, allô, bonjour à toutes et à tous. Je suis Aladji Kamagaté, en charge de l'axe E2, intelligence artificielle et sciences des données. Merci. Et Sergueï? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Sergueï Fedorchenko. Je travaille comme chargé de projet scientifique dans le département numérique et mathématiques et je suis en charge du comité de l'axe technologie quantique. Merci. Merci à vous. On va pouvoir commencer par cette présentation que je vais faire. C'est une présentation très courte, ça devrait faire une dizaine de minutes et ensuite on pourra prendre vos questions. Donc dans cette présentation, on va faire un focus sur l'appel à projet générique. Les axes qui ont été mentionnés par mes collègues concernent l'appel à projet générique. Ensuite, j'évoquerai d'autres appels, aussi bien nationaux qu'internationaux, et enfin des éléments liés au partenariat public-privé, de façon assez succincte, parce que d'autres webinaires sont associés à ces thématiques et vous pourrez y accéder soit parce qu'ils sont à venir, soit parce qu'ils ont déjà été enregistrés. Alors, le département numérique et mathématiques donc, opère également l'appel à projet générique, celui qui est l'appel que connaissent l'ensemble des chercheurs en France. Cet appel à projet générique comporte depuis cette année, donc pour 2025, il comporte 57 axes. Il en comportait 56 jusqu'en 2024. Un axe supplémentaire a été créé dans le domaine de la physique théorique. Donc, les axes que vous voyez sur ces diapositives en couleur rouge
sont les fameux domaines dans lesquels le département est impliqué. Donc, on trouve dans les grands domaines disciplinaires les sciences du numérique avec 6 axes. Un axe dédié aux mathématiques et à leur interaction, ça, ce sont les fameux domaines disciplinaires. Ensuite, on a un certain nombre d'axes transverses qui correspondent à des enjeux de société et qui mobilisent des champs disciplinaires multiples. On trouve 19 axes dans cet axe, disons, transverse. Et pareil, en rouge, les axes qui concernent le département numérique et mathématiques, donc la transformation numérique avec ces 3 axes qui sont tous opérés au sein du département, et les transitions technologiques où seulement un seul axe est opéré au sein du département. Et quand je dis opérer au sein d'un département, je ne fais pas mention à un cloisonnement. En fait, c'est une structuration que nous avons à l'ANR en 5 départements que vous voyez sur cette diapositive. Donc, le département biologie-santé, le département environnement, écosystème, ressources biologiques, le département numérique et mathématiques, et puis les sciences humaines et sociales ont leur domaine, leur département également, et les sciences physiques, l'ingénierie, la chimie et l'énergie. Donc, on travaille de concert sur les départements. Cette répartition en axes est une structuration que nous avons à l'ANR. Alors, une chose très importante, c'est que lorsque les appels à projets lorsque ces appels à projets paraissent, ils sont associés à des priorités nationales qui ont été identifiées par les services de l'État en accord avec l'ANR, en accord avec les comités de pilotage de la programmation dans lesquels l'ANR est partie prenante. On trouve un certain nombre de priorités que vous avez sur cette diapositive. Et de la même façon, dans les encadrés, on a les priorités qui concernent le département ou les axes du département numérique et mathématiques. Donc, tout en haut, les 3 priorités historiques, l'intelligence artificielle, les sciences humaines et sociales, les technologies quantiques, c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont sélectionnés, en plus des projets classiquement sélectionnés, au titre de cette priorité. Depuis 2024, on a une nouvelle priorité qui a été introduite, c'est la priorité mathématique, et cette priorité a été reconduite en 2025. Donc, les axes que nous vous présentons aujourd'hui concernent 4 priorités, les 3 du dessus, et puis la priorité mathématique. Alors maintenant, on va évoquer le périmètre du département, comment est-ce qu'il se place dans ces domaines. Donc, le département intervient dans 2 domaines disciplinaires et 2 domaines transdisciplinaires ou interdisciplinaires. Dans les domaines disciplinaires, on est concerné par les sciences du numérique et les mathématiques et leurs interactions. Et dans les domaines transdisciplinaires ou interdisciplinaires, les transitions technologiques et la transformation numérique. On retrouve les 11 axes suivants. Donc en vert, l'axe E1 jusqu'à l'axe E6. Quand mes collègues se sont présentés, ils ont évoqué la gestion ou l'opération, le fait d'opérer les fameux axes qui ont été cités par mes collègues avec cet acronyme E1, E2, E3, E4, E5, E6 pour les sciences du numérique, F1 pour les mathématiques, H12 pour les transitions technologiques, en particulier le volet micro et nanotechnologie pour le traitement de l'information et la communication. Pour rappel, dans cet axe disciplinaire, il y a encore 3 autres axes, mais seul l'axe H12 est opéré au sein du département. Et enfin, les 3 axes liés à la transformation numérique, qui sont en fait des axes aux interfaces, c'est essentiellement des interfaces avec les disciplines autres. On retrouve donc les mathématiques, les sciences du numérique et la biologie santé dans l'axe H14, les mathématiques et les sciences du numérique et les sciences humaines et sociales dans l'axe H15, et enfin les mathématiques, sciences du numérique et les sciences du système Terre et de l'environnement dans l'axe H16. Ces axes-là sont des axes transverses. Donc, quand on parle de ces axes-là, ce sont les fameux axes que vous retrouvez dans le texte de l'appel à projet générique qui est publié sur le site de l'ANR. On vous met le lien
vers le fichier PDF dans la partie chat pour que vous ayez accès à cet appel à projet générique, mais je pense que vous n'avez pas attendu ce jour pour y accéder. Alors, maintenant, d'un point de vue opérationnel au sein de l'ANR, chaque axe est associé à un comité d'évaluation scientifique qui porte un numéro. Par exemple, l'axe E2, Intelligence artificielle et sciences des données, opéré par mon collègue Aladi Kamagaté, et l'axe CES numéro 23. Donc ça, ce sont des numéros de comité que nous utilisons en interne à l'agence. Et du coup, on pourra évoquer des axes par la lettre, par exemple axe E2, ou parler du comité d'évaluation scientifique 23. Enfin, les collègues qui se sont présentés sont les opérateurs, les responsables, les chargés de tous les projets qui sont déposés, sélectionnés et en suivi dans ces axes-là. Toujours sur l'axe 2, Intelligence artificielle et sciences des données, on retrouve le nom de mon collègue Aladi Kamagaté. Et sur les axes pareils transverses, si on prend l'axe H15, notre collègue Armel ici présente gère le CES 38 sur l'axe H15 et ainsi de suite. Donc, ces personnes-là, si vous allez sur le site web des rendez-vous de l'ANR cette fois-ci, vous avez des diapositives qui présentent chacun de ces axes. Et à la fin de chaque présentation, vous avez les coordonnées email de mes collègues responsables et chargés de projets scientifiques de chaque axe. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour des questions, bien sûr, en rapport avec l'organisation, le fonctionnement, et non pas pour des questions de conseil scientifique. L'ANR a une obligation de neutralité par rapport à cet aspect-là. Voilà, donc j'insiste bien, cette présentation sera mise en ligne sur le site des rendez-vous de l'ANR et les présentations de chaque axe sont d'ores et déjà en ligne sur le site des rendez-vous de l'ANR. Alors ensuite, pour vous donner une idée du volume qui est opéré, pour que vous ayez une idée des projets qui sont sélectionnés, pour que vous ayez une idée des budgets, pour que vous ayez une idée de la pression en termes de dépôt dans les comités, vous avez des chiffres qui sont dans ces présentations-là, dans ces présentations qui sont d'ores et déjà en ligne. Mais du point de vue global, au sein du département, en 2027, on se retrouve avec des taux de sélection et des taux d'aide qui sont stables, d'accord, et des taux de sélection au sein du département qui sont supérieurs au taux moyen, qui est le taux de 24%. Et la raison est essentiellement due à des abondements financiers qui proviennent des plans nationaux que j'avais évoqués sur une diapositive précédente. Ainsi, en 2023, on se retrouve avec un taux de sélection global de 27,05%, mais si vous observez bien la colonne 2023 en haut à gauche, on note une baisse du dépôt des projets entre 2022 et 2023, baisse qui avait été observée également en 2022, puisqu'on est passé de 883 projets en 2021 à 767 projets en 2023. Alors, les chiffres provisoires que nous avons pour 2024 montrent une augmentation de ce nombre de propositions de projets déposées au sein de l'appel à projet générique. Ce nombre est voisin du nombre que nous avions en 2022. Nous n'atteignons pas en 2024 le nombre que nous avions eu en 2021 lorsque la loi de programmation de la recherche a été publiée et que les budgets ont augmenté. Alors, pour avoir une idée du taux d'aide, le taux d'aide est de 30%. Ça, c'est pour montrer que aussi les montants financiers sont importants. Et donc, on n'est pas dans une logique de financement de petits projets. En termes d'instruments, on a un nombre de dépôts sur les JCJC qui était en hausse en 2023 par rapport à 2022. D'accord ? Une baisse des projets de recherche collaborative et des projets de recherche collaborative avec entreprises, alors que les JCJC, les jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, ont augmenté. Et enfin, l'instrument PRME, projet de recherche mono-équipe, est stable et en train de monter. En termes
de montant moyen des projets, on se retrouve à peu près à des montants moyens qui sont assez stables entre les projets d'une année à une autre, puisque les projets qui sont déposés, par exemple, en JCJC, ont une moyenne de 258 000 euros avec un taux de financement de 262 000 pour les projets financés. Et donc, ça, c'est juste pour montrer que la tendance consistant à sélectionner les projets qui sont pas chers est démentie si vous regardez ces montants moyens. De la même façon, j'ai évoqué précédemment les projets, disons, impliquant des partenaires nationaux en France. On dispose également de l'instrument de projet de recherche collaboratif international. Ce sont des projets bilatéraux qui impliquent des pays partenaires de l'ANR. On peut citer l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, l'Autriche, le Canada, les États-Unis, donc NSF, CRSNG, FWF, etc., toutes les agences de financement associées à ces pays. Donc en 2023, on a noté une baisse du dépôt des projets de type PRCI, mais une augmentation du taux de sélection, l'ANR ayant souhaité ramener le taux de sélection des projets de recherche collaborative internationale au même niveau que les projets nationaux. Si vous regardez le saut qu'il y a eu entre 2021 et 2023, il corrobore le fait de vouloir atteindre les fameux 24% dans lesquels se trouve en moyenne l'appel à projet générique. Voilà pour ce qui concerne l'appel à projet générique. Le département et l'ANR opèrent aussi des appels spécifiques. Alors, en général, ces appels spécifiques correspondent à une commande d'une stratégie nationale en intelligence artificielle ou bien des challenges qui sont organisés en partenariat avec l'Agence d'innovation de défense, l'exemple du challenge Mobilex en est un, les technologies quantiques. Donc ça, ce sont des appels qui sont parallèles à l'appel à projet générique. Ce sont des appels qui sont souvent au fil de l'eau. Il y en a un qui est actuellement en préparation sur l'intelligence artificielle, par exemple, et on vous demande dans ce cas de consulter régulièrement le site de l'ANR parce que ces appels sont publiés au fur et à mesure que la décision de les lancer est prise. Donc ça, c'est un point très important que je voudrais souligner. Et il n'y a pas que l'appel à projet générique qui peut vous intéresser ou qui peut intéresser les chercheurs. Seulement, ces appels spécifiques sont souvent, comme je l'ai dit, disciplinaires. Autre type d'appel, ce sont toutes les actions que l'ANR a en termes de partenariat public-privé. Dans l'appel à projet générique, on a déjà un instrument, le PRCE, le programme de recherche collaborative avec entreprises, qui est un appel ou un instrument partenariat public-privé, mais à cet instrument-là s'ajoutent deux autres instruments qui ne sont pas dans le même appel. Donc, de la même façon, il y a un appel spécifique qui est fait pour ces instruments-là. Il s'agit des LabCom. Il s'agit de co-construction de laboratoires communs entre une PME, une ETI, maintenant même une start-up, et un laboratoire d'un organisme de recherche. Donc, je vous invite à aller regarder le site de l'ANR sur ces appels-là. De la même façon, on retrouve aussi les chaires industrielles. Cette fois-ci, il s'agit de construire, de structurer des projets de recherche dans des domaines prioritaires et stratégiques pour des acteurs publics et privés qui impliquent dans la chaire, d'accord, qui est porté par un chercheur, un partenariat actif, fort et durable avec un volet formation qui est demandé dans ces chaires industrielles. Du coup, pour ces deux actions, pour ces deux instruments de partenariat public-privé, je vous invite à participer ou à aller consulter le webinaire une fois qu'il sera en ligne. Il y a un webinaire spécifique qui sera organisé le 20 septembre, demain, à 14 h. Et pareil, consultez régulièrement le site de l'ANR pour les appels. Dernier volet concernant le département, ce sont les appels à l'international. Donc en plus, comme pour les PRCE tout à l'heure, en plus des PRCI, des projets de recherche collaborative
à l'international de la APG, qui sont des projets bilatéraux avec des agences partenaires, des agences avec lesquelles l'ANR a des partenariats institutionnels. Le département opère un certain nombre d'appels multilatéraux au sein des ERANET. Par exemple, c'est le cas de l'appel Schistera, qui est un instrument, un appel multilatéral concernant Information, Computation and Technology, qui est un appel qui est assez large en termes de thématiques. Il y a 2 thématiques qui sont sélectionnées chaque année. Un appel est en cours d'évaluation actuellement, un autre est en préparation pour 2025. Et puis, un autre appel qui est beaucoup plus disciplinaire, qui concerne les technologies quantiques, qui est l'ERANET Quantera. Un partenariat privilégié et stratégique qu'on a aussi avec la Japan Science and Technology, qui est l'agence partenaire au Japon dans le cadre des appels et du programme japonais CREST, pour Core Research for Evolutionary Science and Technology. Alors pareil, c'est un appel bilatéral avec le Japon sur des sujets spécifiques qui sont identifiés en partenariat entre l'ANR et la JST. Un autre partenariat multilatéral concerne les neurosciences, les neurosciences computationnelles, avec l'appel Collaborative Research in Computational Neuroscience, CRCNS, qui implique Allemagne, États-Unis, Japon, Taïwan, etc., plusieurs autres pays qui sont impliqués dans ce partenariat. Donc ça, sur la partie gauche, ce sont des appels qui sont récurrents, qui reviennent chaque année. Et puis, de la même façon que pour le national, on peut trouver aussi des appels spécifiques internationaux qui apparaissent au fil de l'eau, pour lesquels je vous demande également de consulter régulièrement le site de l'ANR. Donc j'ai 2 exemples ici. L'appel bilatéral France-Japon sur les technologies du Edge en intelligence artificielle, l'appel Edge-IA, ou bien un appel multilatéral qu'on a eu avec France-Allemagne-Japon, toujours en IA. Donc là, le webinaire spécifique aux actions internationales a déjà eu lieu, c'était le 17 septembre 2024, donc mardi dernier, à 14 h. Il doit être actuellement en ligne sur le site des rendez-vous de l'ANR. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par les aspects internationaux, à consulter ce webinaire et surtout consulter régulièrement le site de l'ANR parce que, pareil, il peut y avoir des appels internationaux qui apparaissent au fil de l'eau. Et pour terminer, ce webinaire, c'est celui qui a lieu aujourd'hui. J'avais remis le lien vers le webinaire et puis mon collègue à ma gauche, Mamadou, et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions concernant le département. Et puis mes collègues chargés de projets scientifiques qui nous accompagnent sont là si vous avez des questions spécifiques ou des questions qui sont en rapport avec les axes, les projets, etc. Voilà. Merci pour votre attention. Et on veut bien prendre vos questions sur le chat, si vous en avez, et essayer d'y répondre. Oui, on peut télécharger les slides plus tard. Je réponds à Madame Akiri. Oui, tout à fait. Je crois qu'Elsa avait déjà répondu. N'hésitez pas à poser vos questions, à consulter les diapositives qui ont été déposées et à écrire à nos collègues, si vous souhaitez, à mes collègues ou à moi-même, si vous souhaitez des questions plus approfondies. Alors, si vous n'avez pas écrit de questions aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas poser de questions dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 3 mois. Toujours pas de questions. Oui, alors première question de Dominique Rochat. Alors, un projet sur le DNA storage, stockage d'informations et de données basées sur l'ADN, colle-t-il aux axes du département ou bien dans les axes du département biologie-santé? Je te laisse, Mamadou, c'est des éléments liés au 45, tu avais suivi ça? Oui, tout à fait. En fait,
comme l'a présenté Yamine, hein, on a des axes qui sont plutôt alignés sur les disciplines et puis des axes transverses. Et on en a un, notamment interface mathématiques, sciences numériques et biologie santé. Donc, sur cet axe-là, ce que l'on demande, ce sont des projets qui abordent vraiment les deux disciplines, pas juste une application de l'une sur l'autre, etc. Donc, c'est des projets vraiment interdisciplinaires, où l'aspect interdisciplinaire doit apparaître non seulement sur le projet lui-même, mais aussi sur le consortium. Donc, voilà. Alors, ensuite, je voudrais aussi intervenir sur ce sujet-là. Le choix du comité, le choix du comité ou le choix de l'axe lorsqu'on dépose un projet est déjà la première étape du projet. Et on ne pourra pas vous dire, oui, on peut déposer dans cet axe ou pas. Mais tel que c'est décrit, le sentiment qu'on a, le fait de stocker de l'information et de l'ADN, on voit bien qu'on a les deux dimensions qui apparaissent. Et j'insiste sur ce que vient de dire Mamadou, sur le fait que le consortium doit également être composé de partenaires interdisciplinaires, si bien sûr est visé par exemple l'axe H14. Autre question, Sébastien? Autre question, y a-t-il des rapports de jury sur les précédents appels? Je pense que cette question, voilà, je pourrais répondre au moins pour les comités 40, qui est les mathématiques. Et les comités d'évaluation est en train de rédiger un rapport sur l'édition de l'année passée. Les comités voilà, de l'année précédente que vous pouvez consulter voilà, sur le site de l'appel à projet 2024, est en train de préparer ces rapports qui, par la suite, sera diffusé par les sociétés savantes, voilà, par l'ISMI. Alors, c'est sûr qu'avant la clôture de l'appel à projet générique, il y aura un rapport au moins du comité 40 concernant l'édition de l'année 2024. Alors, je voudrais ajouter aussi que ce n'est pas une obligation. Certaines communautés se saisissent du fait de diffuser cette information et d'expliquer, de donner un certain nombre d'informations. D'autres comités le font, mais tous les comités de l'ANR ne le font pas. Par contre, les rapports des jurys, les rapports d'évaluation restent des rapports qui sont partagés entre l'ANR et les porteurs de projets. Oui, je voulais rajouter qu'effectivement, certains comités font des rapports pour rendre compte un tout petit peu de comment ça s'est passé, comment ils ont fonctionné. D'autres ne le font pas. Mais dans tous les cas, vous avez des informations sur les éditions passées de deux façons différentes. Vous avez pour chaque comité la liste des membres qui a participé à la sélection des projets l'année précédente. Et vous avez aussi la liste des projets qui ont été sélectionnés. Donc, ça vous donne quand même des informations sur le type de projet attendu et qui était dans le comité, donc quel est le périmètre du comité. Ok, autre point, les délais pour le PRCI ne sont pas toujours communiqués à l'avance. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais expliquer. Les PRCI, c'est un processus qui est différent en termes d'évaluation. Nous avons ce qu'on appelle les agences lead, c'est-à-dire que certaines agences partenaires exigent une double évaluation, c'est-à-dire que c'est l'ANR qui évalue et l'agence partenaire qui évalue. Et puis, certaines ne l'exigent pas et on a des accords avec elles sur ce qu'on appelle les agences lead. Chaque année, une année sur deux, l'ANR est leader sur l'évaluation, elle organise cette évaluation et puis une autre année, elle ne le fait pas. C'est le cas, par exemple, avec l'Allemagne, la DFG, avec l'Autriche, FWF, avec la Suisse, etc. Par exemple, en 2024, l'ANR n'était pas agence lead. Elle le sera cette année en 2025. Donc, c'est nous qui allons opérer les évaluations des PRCI qui sont déposées avec ces agences avec lesquelles on a ces partenariats. Du coup, cette année, le calendrier sera celui de l'ANR sur les PRCI. Donc, un dépôt d'intention
pour octobre et une proposition longue en délai en étape 2. Alors pourquoi est-ce que les délais ne sont pas communiqués tout le temps? C'est que lorsque on n'est pas agence lead ou bien que c'est un partenariat, on attend les délais, les dates limites qui sont négociées, discutées avec les agences partenaires. C'est par exemple le cas avec la NSF pour les États-Unis. C'est par exemple le cas avec le CRSNG au Canada. Voilà. Mais effectivement, elles ne sont pas les mêmes. Elles peuvent changer d'une année à une autre et c'est pour ça que c'est important de consulter le site de l'ANF. Voilà. Et puis, je voudrais dire aussi, n'hésitez pas à relancer si vous trouvez qu'on n'a pas répondu convenablement. Ben, s'il n'y a pas de questions, je propose d'attendre encore 1 minute et on clôture le webinaire. Alors, on va clôturer le webinaire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus nous contacter, au contraire. N'hésitez pas à nous contacter si des questions restent en suspens. Je voudrais vous remercier. Encore une question, oui. Donc, pour les axes interface, pardon, il faut en général 2 porteurs, un qui est mathématicien et un autre qui vient du champ d'application en interface. Y a-t-il des critères formels pour définir les chercheurs mathématiciens, par exemple section CNU, discipline du labo, ou bien est-ce que c'est laissé au jugement des comités? Même question pour le chercheur provenant du côté application. Alors, il y a 2 choses dans cette question. La réponse, elle est dans la question sur une partie. Est-ce laissé au jugement du CES? Oui, la réponse est oui. L'ANR n'intervient pas dans l'évaluation qui est produite par un CES. Donc, le comité est nommé par le président et choisi par les membres du comité sont choisis par le président du comité et l'ANR n'intervient pas dans ce processus d'évaluation. Elle n'intervient pas du tout. Donc, c'est laissé à l'appréciation et au jugement des CES, mais faites attention, il ne faut pas laisser les membres de comité aller chercher des informations qu'ils n'ont pas. Donc, soyez explicites. Notamment, il y a une partie qui présente le consortium. C'est bien de dire que c'est tel laboratoire ou telle personne et telle personne qui serait impliquée dans le projet. Donc, c'est important pour que le comité puisse l'évaluer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je voudrais relever, c'est Monsieur Alglave, vous avez mentionné pour les axes H, la notion vient de l'application. Faites attention, lorsqu'on parle des axes H, on est sur de la recherche interdisciplinaire. Il faut que ce soit de la recherche dans les 2 disciplines et non pas des applications. Donc, faites très attention à la façon avec laquelle vous construisez votre proposition. Si c'est de l'application, ce n'est peut-être pas un axe H. Je vous invite à bien réfléchir à la construction de votre proposition si vous y êtes. Oui. Oui, alors je voudrais compléter cette réponse en relevant aussi un autre point. Vous parlez de 2 porteurs. En fait, sur l'ensemble des projets de l'ANR, il y a toujours un porteur, c'est un seul coordinateur. On demande 2 porteurs uniquement dans le cas des projets PRCI. Donc là, on a un porteur au niveau national, français, donc, et puis un porteur du côté de l'agence partenaire. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, donc on a un porteur et puis on a des partenaires. Et parmi ces partenaires-là, on a des responsables scientifiques. Ce sont des responsables de pôle ou des responsables d'axe à l'intérieur du projet. Ce que l'on demande, en fait, ce n'est pas forcément qu'il y ait des maths appliquées à la biologie ou j'allais dire l'inverse, qui est un tout petit peu pas très bien défini, mais ce que l'on demande, c'est que le projet en lui-même soit interdisciplinaire. C'est-à-dire que si c'est entre des mathématiques et la biologie santé,
il faut que le projet lui-même, il faut que la problématique de recherche qui est adressée adresse les deux disciplines, en fait. Ce n'est pas une application de l'une sur l'autre. Et il faut en plus que cela soit reflété dans le consortium. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mathématiciens, donc reconnus par la communauté mathématicienne en tant que telle, et il faut des biologistes reconnus par la communauté biologiste en tant que telle. Voilà. Ok, ensuite une double question sur les PRCI. Premièrement, y a-t-il des mécanismes d'accompagnement pour la mise en place d'un PRCI? Deuxièmement, est-ce qu'il est possible qu'un PRCI soit accepté par l'agence, par exemple l'ANR, et pas accepté par l'agence partenaire? Alors, je vais répondre. Des mécanismes d'accompagnement à la mise en place de projets PRCI, non. C'est souvent au niveau des organismes que c'est fait, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'appariement entre les chercheurs français et les chercheurs d'un autre pays. L'ANR ne fait pas cette opération, on pourrait l'imaginer. Ensuite, la question sur les refus est aussi pertinente. Lorsque l'ANR est agence lead, c'est-à-dire que l'évaluation est faite qu'une seule fois, l'autre agence n'a pas droit au chapitre. Elle peut avoir une implication uniquement financière, c'est-à-dire que le budget qui est mis par l'agence partenaire fait que la proposition qu'a faite l'ANR n'est pas retenue en entier. Donc, c'est la seule intervention possible que peut avoir l'agence partenaire. Par contre, lorsque nous n'avons pas ce mécanisme d'agence lead, effectivement, un projet peut être accepté par une agence A et refusé par l'agence B. Je ne sais pas si j'ai répondu, sinon vous nous recontactez. Oui, alors étant entendu que l'ANR peut être l'agence lead une année et ne pas l'être l'année d'après. Donc, ça tourne. Parfois, l'ANR l'est pour toutes les éditions avec certains pays. Et voilà. Mais quoi qu'il arrive, en fait, l'ANR et son agence partenaire et se mettent d'accord et on n'envoie pas un message qui est contradictoire. L'ANSF ne va pas notifier votre partenaire que le projet il est financé et l'ANR vous notifiez que le projet il est financé. Vous voyez, on se met d'accord avec l'ANSF et ensemble, voilà, on répond à l'ensemble des partenaires qui ne sont pas financés. Ce n'est pas possible qu'un partenaire soit financé et pas l'autre. C'est voilà. Tous les projets qui est financé. Mais in fine, c'est une réponse commune. C'est la même réponse qui est donnée au projet. Il passe ou il ne passe pas. Que ce soit un process d'agence lead ou un process de double évaluation. Alors, l'exemple, l'ANSF est cité, et pour l'ANSF en particulier, nous fonctionnons en lead alterné, c'est-à-dire qu'un coup sur deux, c'est l'ANSF qui se charge de l'évaluation, et l'année d'après, c'est nous l'ANR. Il n'y a pas de double évaluation avec l'ANSF. Pour revenir sur la question de Monsieur Akiri, en effet, donc il n'y a pas d'accompagnement des projets PRCI. En revanche, hors APG, il y a un autre programme à l'ANR qui s'appelle montage de réseaux scientifiques européens et internationaux, qui peut financer des missions pour un développement de réseaux européens et internationaux de chercheurs pour déposer des projets à l'Europe. Voilà. Mais c'est vraiment hors APG, ce que je dis. C'est un autre programme de l'ANR. Et c'est pas vraiment c'est pas de l'accompagnement, c'est voilà, des financements pour financer des missions pour permettre de développer un réseau international. Donc, et juste pour compléter ce que tu dis, Romain, c'est aussi pour déposer des projets à l'Europe et non pas des projets à l'ANR, ce réseau que tu évoques. Ben,
on va clore le webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. Et donc, au nom de mes collègues, je vous remercie. Et sachez qu'on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.